L'année était 1947 et l'Amérique avait échangé un cauchemar contre un autre. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais la victoire est venue avec des bagages que personne n'avait commandés. L'ère atomique était arrivée et soudain, chaque ombre contenait la possibilité d'une annihilation instantanée. Les enfants ont pratiqué des exercices de canard et de couverture dans les salles de classe, plongés sous les bureaux, comme si le bois pouvait arrêter un incendie nucléaire. Et leurs parents ont construit des abris anti-bombes et les a stockés avec de la nourriture en conserve et de faux espoirs, mais les bombes n'étaient pas le pire. Quelque chose de bien plus dérangeant gardait les joueurs puissants de Washington éveillés la nuit. La possibilité que l'esprit humain puisse être transformé en une arme. Donc des rapports de renseignement sont arrivés. Et les nazis n'avaient pas seulement construit des chambres à gaz, ils ont mené des expériences mentales dans des camps de concentration. Et les médecins SS avaient injecté de la mescaline aux prisonniers, testé si la conscience humaine pouvait être manipulée comme de l'argile. La question était donc de savoir si une personne pouvait être transformée en marionnette, et cette question était horrible. Alors quand la guerre a pris fin, l'Amérique a fait face à un choix. Poursuivre ces scientifiques monstres ou les recruter. Devinez quelle option a gagné. Grâce à l'opération Paperclip, les États-Unis ont accueilli les chercheurs nazis à bras ouverts. Nettoyer leur dossier, parce que leur connaissance pourrait s'avérer utile. Beau gouvernement. Rien ne dit la terre du libre. Tout comme engager vos anciens ennemis pour travailler sur un projet secret, puis vint la Corée, où les pilotes américains capturés sont sortis des prisons communistes, parlant comme des robots cassés. Et ils ont avoué des crimes de guerre, avec une précision mécanique, leur voix plate et extrêmement étrange. Une analyse du renseignement a étudié les enregistrements avec une panique croissante. Ce n'étaient pas que des hommes torturés. C'étaient des hommes reprogrammés, et la terrifiante conclusion était que les soviétiques avaient déchiffré le code de la conscience humaine et dans les couloirs de la CIA nouvellement formée, créée en 1947 pour protéger les intérêts américains dans le monde entier, une question simple mais monstrueuse a émergé. S'ils peuvent contrôler les esprits, ne devrions-nous pas apprendre à mieux le faire? Cette question donnerait naissance à un programme si sombre que son existence resterait enterrée pendant plus de 20 ans. Un programme qui a transformé les hôpitaux en laboratoires, médecins en tortionnaires, et des citoyens innocents en sujet de tests involontaires. Dans les expériences les plus grotesques de l'humanité, crime, secte du complot, tueurs en série et meurtres, toutes les choses que j'aime consommer. Et je sais que toi aussi, tu es malade tordu. Belle intellectuelle. Et aujourd'hui, nous parlons d'une grosse affaire de papa. D'accord. Beaucoup d'entre vous ont demandé ça et je vais vous nourrir. Maman va te nourrir, désolé quoi. C'est quoi ce bordel, mais nous plongeons dans la CIA. Dans MK Ultra, et s'il m'arrive quelque chose, maintenant tu sais pourquoi, haha. Mais sans plus tarder, débouclons nos ceintures de sécurité. Allez vous moquer de 5 sur l'autoroute. Claquez sur les freins. Et éclatez à travers ce pare-brise dans cette merde folle ensemble. Donc la guerre froide avait commencé, et le champ de bataille était l'esprit humain lui-même. Dans les bureaux de la CIA, des plans se formaient déjà, les noms de code étaient attribués, et les budgets étaient approuvés. Et bientôt, un chimiste nommé Sidney Gottlieb se verrait confier le contrôle d'un royaume de l'ombre, où la souffrance humaine était la monnaie, et la conscience était la cible. Alors l'Amérique était sur le point de poser la question qui ne devrait jamais être posée, et si nous pouvions briser l'esprit d'une personne, reconstruisez-le et contrôlez-le comme n'importe quelle autre arme.
et la réponse détruirait plus de vies que n'importe quelle bombe, et tout serait au nom de la liberté. La Central Intelligence Agency avait à peine 3 ans, quand il a décidé de se lancer dans le contrôle de l'esprit. Créé par le National Security Act de 1947, la CIA était censée être la réponse de l'Amérique au renseignement soviétique, un bouclier contre l'infiltration communiste et une épée pour frapper les ennemis à l'étranger. Mais ce que personne n'a mentionné dans les débats législatifs était à quelle vitesse protéger l'Amérique évoluerait vers l'expérimentation sur les Américains. Alors le travail préparatoire a commencé avec des projets qui ressemblaient à des titres de bande dessinée rejetés. Au début est venu le projet Bluebird, et c'était en 1950 et il s'est concentré sur les méthodes d'interrogatoire spéciales et rendre les gens résistants au lavage de cerveau ennemi. Et le nom suggérait quelque chose de paisible, peut être même patriotique, mais la réalité impliquait la drogue, l'hypnose et la torture psychologique, conçues pour briser la conscience humaine comme du verre, et Bluebird finirait par devenir Project Artichoke en 1950. Apparemment, quelqu'un à la CIA avait un faible pour nommer des programmes horribles après des objets innocents pour que l'artichaut pousse plus loin dans l'obscurité. Old Test. Si l'hypnose et les produits chimiques pourraient transformer une personne en une télécommande, assassin contrôlé, pensez à l'ultimatum de Bourne, sauf avec de vraies personnes sans fin hollywoodiennes. Et l'homme, chargé de diriger ces horribles programmes, était un chimiste à la voix douce. Nommé Sidney Gottlieb, et à ses voisins de la banlieue de Virginie, il était juste un autre employé du gouvernement, qui faisait pousser des orchidées et bégayait légèrement quand il était nerveux. Mais à ses collègues de la division des services techniques de la CIA, il était tout autre chose. C'était un brillant scientifique, avec un enthousiasme troublant pour explorer les limites extérieures de la souffrance humaine, et Gottlieb avait même gagné le surnom « sorcier noir » dans les cercles intelligents. Et je peux vous dire ce que ce n'était pas à cause de ses compétences en jardinage. Ok donc. L'homme avait le don de transformer la chimie théorique en pratique. Carburant de cauchemar. Il pourrait discuter des propriétés psychoactives de l'acide lysergique, diéthylthiamine. Désolé, c'est dur, ces mots sont durs. Avec le même détachement clinique, d'autres personnes auraient l'habitude de parler de la météo. Et en 1953, les premières expériences avaient prouvé une chose. Briser les esprits humains était certainement possible, mais la question était si l'Amérique voulait industrialiser le processus. Et la réponse viendrait du haut, le directeur de la CIA, Allen Dulles. Ou duel, je m'en fous. C'est une sorte de merde. Donc, et c'était un homme qui comprenait le pouvoir, la façon dont les requins comprennent le sang dans l'eau, parce qu'il avait passé des années à regarder les soviétiques se développer, leur influence à travers le monde, et il était convaincu qu'il gagnait le jeu de guerre psychologique. Parce qu'à la fin de la journée, le gouvernement ne fait que jouer avec nous. C'est que je ne devrais pas parler autant, j'ai l'impression que je vais disparaître. Alors quand Gottlieb l'a approché avec un énorme programme de contrôle mental centralisé, Dolus, Dol, tout ce qui n'a pas hésité. Donc le 13 avril 1953, il a signé l'autorisation pour le projet MK-Ultra. Le nom lui-même était une cryptographie typique de la CIA. MK a indiqué que le programme appartenait à la division des services techniques, alors qu'Ultra était un mot aléatoire choisi pour paraître suffisamment mystérieux. Ça mi sembli ultra stupidi. Mais d'accord, mais ce qui n'était pas aléatoire.
c'était la portée, parce que ce serait l'esprit le plus étendu. Programme de recherche sur le contrôle dans l'histoire humaine, avec un budget qui rendrait la plupart des départements de recherche universitaires pleurer d'envie. Alors le premier mouvement de Gottlieb était un pur génie. Si vous définissez le génie comme un mal spectaculaire, comme Dr. Evil d'Austin Powers, et il convaincrait la CIA d'acheter l'approvisionnement mondial entier de LSD des laboratoires Sandoz en Suisse pour 240 zéros, soit environ 4 millions de dollars en argent d'aujourd'hui, ce qui est putain de fou du jour au lendemain. L'Amérique avait accaparé le marché des plus puissants drogues psychoactives connues de la science. Alors pense juste à ça pendant un moment. Le même qui allait plus tard mener une guerre contre la drogue venait de devenir le plus grand trafiquant de drogue au monde. Tout cela au nom de la sécurité nationale. Merci les gars. Donc avec un financement illimité, un LSD illimité et un gouvernement illimité. Soutenant, Gottlieb a commencé à assembler son empire des ombres. Les universités fourniraient aux chercheurs et les hôpitaux fourniraient les sujets de test. Et les prisons offriraient des populations captives qui ne pourraient pas dire non. Ouais, je veux dire, je me fiche des meurtriers dans le tu sais. Qu'est-ce que met tout le monde? Je veux dire, si tu as volé une barre chocolatée, je ne sais pas que c'est. C'est inhumain, mais ce ne serait même pas le plus gros problème. Parce que l'Amérique avait beaucoup de citoyens, et la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. MK Ultra était sur le point de commencer son règne de terreur, et ils ont eu la pleine bénédiction du gouvernement des États-Unis. Gros choc, parce que pendant la guerre froide, apparemment, la seule façon de protéger les esprits américains était de les détruire d'abord, donc l'ironie n'a été perdue pour personne. Sauf les gens qui prennent les décisions eux-mêmes, donc en 1953. Sidney Gottlieb avait assemblé quelque chose qui aurait fait le docteur Frankenstein envieux comme l'enfer. Un réseau national d'expérimentation humaine qui s'étendait sur plus de 80 institutions et englobait plus de 150 projets de recherche distincts. Et le budget était stupéfiant. 10 millions de dollars. Et cela équivaudrait à environ 5 millions de dollars aujourd'hui. Mais l'argent n'était que des chiffres sur le grand livre. La vraie monnaie de MK Ultra était la souffrance humaine. L'objectif du programme était donc d'une simplicité trompeuse. Découvrez comment contrôler la conscience humaine à l'aide de produits chimiques, méthodes biologiques et radiologiques. Et si le consentement du sujet était totalement facultatif, et s'ils ont survécu n'était absolument pas pertinent. Donc, la clé chimique de la conscience, au centre de l'arsenal de MK Ultra, se trouvait une substance si puissante qu'une souris, l'équivalent de 2 grains de sel, pourrait briser un esprit humain. Diéthylamide d'acide lysergique, qui est mieux connu sous le nom de LSD. Et c'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant, parce que je ne dis plus cette merde. Le chimiste suisse Albert Hofmann a synthétisé le LSD pour la première fois en 1938. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, ou pour ceux d'entre vous qui l'ont essayé et qui ne le savent toujours pas, peut-être devriez-vous connaître un peu d'histoire à ce sujet. Alors passons en revue ça très vite. Le chimiste suisse Albert Hofmann a synthétisé le LSD pour la première fois en 1938. Et il a accidentellement découvert ses propriétés hallucinogènes en 1943, quand il en a absorbé à travers sa peau. Je ne peux même pas imaginer comment s'est passée sa journée, probablement terrible. Mais le médicament agit en détournant le système sérotoninergique du cerveau, se liant essentiellement à des récepteurs qui aident normalement à interpréter la réalité
Et cela amène le cerveau à traiter beaucoup plus de stimuli que d'habitude, transformer la réalité en un kaléidoscope de perception déformée où les utilisateurs peuvent voir de la musique ou entendre des couleurs. Et à des doses normales, un voyage au LSD peut durer de 7 à 12 heures, peut être encore moins en fonction de la quantité que vous prenez, pas que je saurais, mais les chercheurs de MK Ultra n'étaient pas intéressés par les doses normales et ils pousseraient les sujets en territoire inconnu avec des quantités massives qui pourraient déclencher la dissolution de l'ego, avec la rupture complète de l'identité personnelle. Et à ces niveaux extrêmes, les sujets pourraient avoir des convulsions, problèmes respiratoires et hypothermie dangereuse, mais les effets psychologiques ont été encore plus dévastateurs parce qu'une exposition prolongée pourrait déclencher un flashback des mois ou des années plus tard et, dans certains cas, troubles persistants de la perception hallucinogène, qui est HPPD une condition si grave que les victimes sont incapables de s'adapter à vivre avec des voyages récurrents. Mais pour la CIA, ce n'était pas des effets secondaires. C'était des fonctionnalités. Parce que plus le LSD pourrait briser la conscience humaine, plus il est devenu utile comme arme. L'empire de Gottlieb fonctionnait donc sur une philosophie simple. Avant de pouvoir insérer un nouvel esprit dans la tête de quelqu'un, tu as d'abord dû détruire celui qui était déjà là. Et ce n'était pas une thérapie, c'était une démolition psychologique. Et les techniques se lisent comme des manuels d'instruction de tortionnaires, parce que c'était des doses massives de LSD. Cela pourrait garder les sujets hallucinants pendant des semaines. Et ils ont également utilisé la thérapie par électrochoc, qui a été livrée à des intensités, qui aurait tué des animaux plus petits. Et puis, il y a eu privation sensorielle, et ils utiliseraient la privation sensorielle si complète, cela pourrait briser l'emprise d'une personne sur la réalité pendant des jours. Ils utiliseraient également des combinaisons de médicaments qui a transformé les êtres humains en expériences chimiques, avec des chercheurs injectant des barbituriques dans un bras, tout en pompant des amphétamines dans l'autre. Juste pour voir ce qui arriverait au système nerveux humain, quand il est devenu un champ de bataille en lui-même. Je ne peux même pas imaginer la douleur psychologique et juste la douleur en général que cette personne vivrait. Et le cas le plus extrême impliquerait un patient du Kentucky qui ont reçu du LSD tous les jours pendant 174 jours consécutifs, pas des semaines. Près de 6 mois d'assaut chimique continu sur le cerveau humain. Et le nom du patient était juste perdu dans l'histoire. Et leur souffrance est devenue une statistique dans les dossiers de Gottlieb, chasser les vulnérables. Parce que MK Ultra n'a pas ciblé les puissants ou connectés, comme l'a froidement noté un officier de la CIA, ils se sont concentrés sur la citation sans citation des gens qui ne pouvaient pas riposter, qui étaient des prisonniers de patients mentaux, toxicomanes et prostituées. Et l'agence a même étendu sa portée aux enfants, avec des cas documentés de sujets aussi jeunes que 8 à 10 ans, ce qui est incroyablement déchirant, et il passerait par des mois de LSD, électrochoc et privation sensorielle. Et James Whitney Bulger, le célèbre chef du crime de Boston. En fait, il s'est porté volontaire pour ce qu'on lui a dit être une expérience, pour trouver un remède contre la schizophrénie. Et il l'a fait pendant qu'il purgeait une peine au pénitencier fédéral d'Atlanta en 1957, donc depuis plus d'1 an. Il a reçu des injections de LSD quotidiennement et sa description de l'expérience se lit comme quelque chose du propre journal médical de L, déclarant 8 condamnés dans un état de panique et de paranoïa, perte totale d'appétit hallucinante.
la pièce changerait de forme. Des heures de paranoïa et de violence. Nous avons vécu d'horribles périodes de cauchemars vivants. Et même du sang qui sort des murs. Les gars se transforment en squelettes devant moi. J'ai vu une caméra se changer en tête de chien. J'avais l'impression de devenir fou. Et des années plus tard, Bulger réaliserait enfin la vérité en disant « J'étais en prison pour avoir commis un crime, mais ils ont commis un plus grand crime sur moi. » Donc l'homme qui deviendrait l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique avait été transformé en une étude de cas parrainée par le gouvernement. Torture psychologique. Et c'est là que nous entrons dans l'opération Midnight Climax. Ouais, c'est aussi mauvais que ça en a l'air. Donc, le bordel de la CIA, parmi les opérations les plus tordues de MK Ultra, était un programme qui semble trop bizarre pour être réel, mais c'était l'opération Midnight Climax, où le gouvernement employait les dames de la nuit. Attirer des hommes sans méfiance dans les refuges de la CIA à San Francisco et New York pour des expériences de drogue, et l'agence doserait les hommes avec du LSD. Et puis il regardait simplement à travers des miroirs bidirectionnels. Comme le médicament a fait effet, ils ne savaient pas qu'ils étaient drogués au fait. Ils pensaient qu'ils allaient aller dans cette maison sûre et avoir de la chance, et ils enregistreraient tout pour une analyse ultérieure. Et l'agent de la CIA George Hunter White, qui a dirigé l'opération, décrit plus tard son travail avec un enthousiasme inquiétant en disant « J'ai travaillé de tout mon cœur dans les vignes parce que c'était amusant. » Amusant, amusant, ou d'autres pourraient mentir à un Américain au sang rouge. Tuer la triche, voler, viol et pillage avec la sanction de la bénédiction du plus haut. Ce gars était 2 feuilles au vent. Morciu de mer de tordu. Je ne comprends même pas ce qu'il a dit. Et l'enregistrement. Les appareils dans la pièce étaient déguisés en prises électriques et les sujets n'ont jamais su qu'ils étaient drogués. Comme je l'ai dit, ils ont juste été regardés et enregistrés. Et ce n'étaient que des hommes ordinaires qui pensaient payer pour du sexe. Et à la place, ils sont juste devenus des participants involontaires dans le plus élaboré. Expérience de guerre psychologique dans l'histoire humaine. Et être que MK n'était nulle part. La brutalité d'Ultra appliquée de manière plus systémique qu'à l'Allen Memorial Institute de Montréal, ou psychiatre écossais, Dr Ewen Cameron. Transformer un hôpital prestigieux en un laboratoire d'horreur, Cameron, qui a été payé 69 € par la CIA entre 1957 et 1964, développer des techniques qui feraient des tortionnaires médiévaux semblent humains en comparaison. Et sa spécialité était quelque chose qu'il appelait la conduite psychique, une procédure où les patients ont été soumis à messages audio répétés en continu, sur des bandes en boucle souvent exposées à des centaines. Des milliers de répétitions d'une seule déclaration au cours de leur traitement. Ça a l'air vraiment terrible. Je ne peux même pas rester dans un ascenseur plus que comme 5 minutes avant que cette musique ne me rende fou. Je ne peux même pas imaginer comme toutes les blagues mises à part. Comme ce serait horrible, mais ce n'était que le début. Cameron a utilisé des doses de thorazine pour mettre les patients dans des comas artificiels et ce qu'il a appelé une chambre à coucher. Et le sommeil induit par le médicament durait généralement de quelques jours jusqu'à 86 jours. Bien plus longtemps que prévu par les patients, car quel est le consentement, juste pendant que les patients étaient inconscients. Les patients ont été soumis à une thérapie électroconvulsive à 30 à 40 fois la puissance normale. Donc leurs cerveaux ont juste été bombardés d'orages électriques. Cela les aurait tués à une dose plus importante. Et encore, ils sont
Ils sont inconscients à ce stade. Donc ils ne peuvent évidemment pas consentir à ce qu'ils font. Et le 2. Le processus de création de motifs a été conçu pour effacer entièrement la personnalité et Cameron donnerait à ces sujets des mégadoses de LSD et les soumettrait à une thérapie du sommeil induite par des médicaments jusqu'à 65 jours consécutifs et appliquer une thérapie par électrochoc à 75 fois l'intensité habituelle. L'objectif était donc de réduire les patients, ce que Cameron a cliniquement décrit comme un état végétal, et puis vint le remodelage. Forcer les patients à écouter des enregistrements spécifiques jusqu'à 16 heures par jour, avec des messages répétés jusqu'à un demi-million de fois. Ce qui est horrible comme horrible. C'est comme si j'avais envie, je ne sais pas si ça ne sonne pas trop pour les gens, comme si c'était juste des mots, mais la torture psychologique que vous pouvez infliger à quelqu'un en leur faisant subir ça, je veux dire qu'il y a une raison pour laquelle ça s'appelle de la torture. C'est comme de vraies méthodes de torture que plusieurs militaires utilisent. Coller quelqu'un dans une pièce et mettre quelqu'un sur quelque chose en boucle. Constamment pendant les 10 premiers jours, les enregistrements contenaient des données personnelles. Messages négatifs, conçus pour détruire tout sentiment de soi restant. Alors imaginez qu'1 million, comme des millions de fois juste te dire à quel point tu es sans valeur. Et tu ne peux penser à rien d'autre. Parce que tu dois écouter ce qu'il y a dans tes oreilles. Je ne peux même pas imaginer. Et puis, les 10 prochains jours ont comporté des messages positifs destinés à reconstruire la personnalité selon les spécifications de Cameron. Est un patient soumis à des enregistrements 40, 5 fois à exprimer sa détresse, à supplier l'expérimentateur d'arrêter de jouer, et est même devenu rouge, et a commencé à hyperventiler, et a commencé à trembler, et a continué à trembler même après l'arrêt de l'enregistrement. Et les chercheurs ont noté sa réaction, avec le même détachement émotionnel qu'ils pourraient utiliser pour décrire le comportement des rats de laboratoire. C'est juste effrayant. Et ce n'est pas moins son esprit qui peut détruire l'humanité. Je ne l'ai jamais vu une fois de toutes les fois où je l'ai vu, que je n'avais pas peur à chaque fois que je descendais dans son bureau. Je tremblerais de peur. Et chaque fois que je le voyais descendre dans le couloir, je tremblais de peur, mais je l'adorais. Le coup humain était tout simplement stupéfiant. Et Louis Weinstein, un homme d'affaires montréalais qui est entré à l'Institut pour l'anxiété et les problèmes digestifs, est apparu comme ce que son fils a décrit comme un cobaye humain, un pauvre pathétique sans mémoire et sans vie. Il a perdu son entreprise. Il a tout perdu, comme si ces gens sortaient d'ici. Parfois, beaucoup d'entre eux n'ont pas juste des coquilles complètes d'eux-mêmes, mais l'un des aspects les plus horribles de MKUltra était sa volonté d'expérimenter sur les enfants. Donc Bill Yarborough, qui croit être un enfant victime de MKUltra, appelle des expériences où il cite « Ils m'ont demandé de dessiner autant de carrés que possible sur une feuille de papier jusqu'à ce qu'un réveil sonne. Si je dessinais suffisamment, je recevrais une barre chocolatée, signant « Je serais remise à un monstre ». Encore une fois, c'est comme « Ça semble tellement banal et stupide ». Mais peux-tu imaginer juste dessiner et qui sait combien de temps ils les font? Ces enfants dessinent comme des carrés, comme pourrait être 1 heure, pourrait être 6 heures. Comme je viens de... Je ne peux même pas qu'ils soient tellement foutus, comme ces gens n'ont pas d'âme. Mais ces souvenirs supprimés pendant des décennies a finalement fait surface en disant « Mon père travaillait dans l'état-major des crimes de guerre de l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale, où il a interviewé les nazis qui dirigent le camp de concentration de Dachau.
C'est là que les nazis ont mené des expériences de contrôle mental, et c'est là que la CIA a recruté des experts en contrôle mental pour MKUltra. Et je crois que c'est la connexion qui nous a conduits dans ce programme baise juste l'écume de la Terre, comme recruter des nazis, des médecins nazis, pour un programme américain de torture de leurs propres citoyens. Je ne peux juste pas. Je ne peux pas comprendre, donc l'ironie était juste écrasante. L'Amérique avait poursuivi des médecins nazis pour avoir expérimenté sur des enfants, et ensuite recruté ces mêmes médecins pour affiner leurs techniques et les utiliser sur des enfants américains. Juste un endroit spécial en enfer, pour tous, à part les enfants, évidemment. Donc, dans l'une des plus grandes ironies de l'histoire, MKUltra a accidentellement lancé le mouvement de contre-culture des années 1960 et Ken Kesey, auteur de l'un, a survolé le nid du coucou, a reçu son premier LSD grâce aux expériences de la CIA alors qu'il était étudiant à Stanford, et Robert Hunter, parolier pour les Grateful Dead, a été payé pour prendre du LSD, psilocybine et mescaline et rendre compte de ses expériences. Et Allen Ginsberg, le poète qui prêcherait la valeur des expériences psychédéliques, a eu son premier voyage à l'acide grâce à, vous l'avez deviné, Sidney Gottlieb. Et la description de Hunter de son expérience du LSD se lit comme de la poésie. Il a dit « Asseyez-vous. Imaginez-vous en train de plonger une coquille de violet avec des crêtes de mousse, de gouttes de cristal, d'où presque il tombe sur la mer du fluage du matin, très doucement raté, et puis une sorte de cloche tintante en cascade comme... Et puis se conglomère soudainement en une boule d'argent vibrante, sans incompréhensible chantant. Des cloches, joyeusement retentissantes par ma foi, à cette folie. Alors, pour l'amour de Dieu, permettez-moi de rester fou, quoi. Quoi. Ce que je ne veux pas, ce qu'il a, c'est ce que je dois dire. Donc, ces volontaires ont trouvé ces expériences agréables. Et ils diraient à leurs amis, et bientôt le LSD s'est répandu au-delà du contrôle du gouvernement, juste alimenter une rébellion générationnelle contre tout ce que la CIA représentait parce que l'agence avait espéré militariser la conscience. Au lieu de cela, ils étaient armés d'ennemis, avec les outils mêmes qui défieraient l'autorité elle-même. Et évidemment, ces volontaires recevaient leur propre dose, comme s'ils n'étaient pas fortement dosés, comme les gens qui sont sortis de prison ou d'établissements psychiatriques. Donc c'était comme agréable pour eux. Alors que les expériences qui étaient en cours avec la CIA étaient juste comme les chambres de torture. Donc en 1963, plus de 30 institutions et les universités ont été impliquées dans le programme d'expérimentation, tester des drogues sur des citoyens inconscients à des niveaux sociaux élevés et bas, amérindiens et étrangers. Et l'armée seule a effectué 3 phases de test du LSD. La première phase comprenait plus de 0 soldats américains qui se sont volontairement portés volontaires pour des expériences de guerre chimique, alors que la phase 2 impliquait 86 volontaires dosés avec du LSD pour évaluer les utilisations du renseignement. Mais nous ne connaîtrons jamais la véritable portée des dégâts de MKUltra. Et Stephen Kinzer a même noté, citation sans citation, « Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes, mais un certain nombre sont morts et de vies ont été définitivement détruites, et la destruction délibérée des dossiers garantit que des milliers de victimes restent inconnues. Leur souffrance s'est effacée aussi efficacement que leurs souvenirs, mais ce que nous savons, c'est que depuis une décennie,
Le gouvernement des États-Unis exploitait le programme de contrôle mental le plus complet de l'histoire de l'humanité. Traiter ses propres citoyens comme des sujets de tests consommables, dans une guerre qui existait principalement dans l'imagination paranoïaque des hommes, qui a confondu patriotisme avec donc les expériences continueraient sujet par sujet, injection par injection, shots par shots, jusqu'au jour où quelqu'un poserait la question qui a terrifié la CIA. Plus que n'importe quelle arme soviétique, et c'est ce que... Si le peuple américain découvrait réellement ce que le gouvernement faisait à son propre peuple, et ce jour arrivait, et quand il arriverait, le calcul serait rapide et impitoyable. Donc, les statistiques de MKUltra se lisent comme un rapport sur les pertes militaires. Plus de 150 expériences, des milliers de sujets, plus de millions de dollars dépensés, mais derrière chaque chiffre, il y avait un être humain dont la vie a été complètement brisée par la soif d'armes psychologiques de leur gouvernement. Et certains noms que nous connaissons, mais la plupart que nous n'apprendrons jamais, mais tous méritent d'être rappelés. Et l'une de ces personnes était Frank Olson, et il serait le scientifique qui en savait trop. Donc, le docteur Frank Rudolph Emanuel Olsen avait 43 ans quand il est mort, et il connaissait des secrets qui auraient pu renverser les gouvernements. Et en tant que chef par intérim de la division des opérations spéciales à Fort Detrick, Maryland Olson occupait une position unique. Dans le programme de guerre biologique américain, il n'était pas juste une autre blouse de laboratoire. Il était le pont entre la recherche légitime et les coins les plus sombres des expériences de contrôle mental de la CIA. Donc il était au courant des expériences sur l'anthrax, sur les civils nord-coréens, et il avait assisté à des séances d'interrogatoire où les prisonniers ont été littéralement interrogés à mort. Utilisation de combinaisons expérimentales de médicaments, hypnose et torture, et il avait vu les tas de singes morts qui ont accueilli les chercheurs. Chaque matin est victime d'expériences chimiques et biologiques. Cela aurait violé toutes les lois internationales. Si quelqu'un avait pris la peine de demander « Donc, en novembre 1953, quelque chose mangeait la conscience de Frank Olsen. Et ses collègues remarqueraient le changement parce que l'homme qui avait été la vie de la fête, la citation non citée était devenue retirée et troublée, et il commencerait à remettre en question le travail, poser des questions inconfortables sur l'éthique de ce qu'il faisait réellement aux êtres humains. Au nom de la sécurité nationale, mais le questionnement tel que nous le savons, dans le style de la CIA, lui coûterait la vie. Donc le 19 novembre 1953, Olson a assisté à ce qui semblait être une retraite de routine de la CIA, à Deep Creek Lake, Maryland. Et une vingtaine de responsables de la CIA et de l'armée se sont réunis dans une cabane isolée pour discuter des projets en cours. Et parmi eux, tu l'as deviné, Sidney Gottlieb, le diable et son adjoint. Robert Lashbrook donc après le dîner. Pendant que les hommes se détendaient avec des boissons, Scott Leib et Lashbrook ont tranquillement dosé l'alcool avec. Vous l'avez deviné, LSD. Et ils appelleraient ça juste une expérience involontaire. Mais aucun des hommes ne savait qu'ils avaient été drogués, jusqu'à ce que Gottlieb le mentionne avec désinvolture 20 minutes plus tard. Tu sais, après que les drogues étaient dans leur système, comme s'ils révélaient la punchline à une blague élaborée. Et au fait, je t'ai dosé d'un horrible hallucinogène à forte dose. Amusez-vous ce soir. Ne laissez pas les punaises de lit mordre. Terrifiant, mais puisqu'ils savaient réellement ce qui se passait, la plupart des hommes ont géré le voyage inattendu avec un certain professionnalisme
ce qui est attendu des agents du renseignement, mais Frank Olson ne l'a pas fait, et le LSD le frapperait en particulier, comme un marteau pour la psyché, et il est devenu paranoïaque agité. Convaincu que ses collègues complotaient contre lui, il l'était probablement, et le matin, ce serait un homme brisé, demandé à plusieurs reprises à être ramené chez lui dans sa famille. Mais Gottlieb avait d'autres plans. Au lieu de laisser Olsen rentrer chez lui dans le Maryland, la CIA l'a arrangé pour voir le docteur Harold Emberson, un psychiatre à New York qui était secrètement sur la liste de paix de la CIA. Haha, toutes les pièces du puzzle sont des pièces de puzzle. Je n'avais même pas besoin que tu me dises « Je savais déjà que vous étiez avec lui. Tu te moques de moi. » Olsen serait emmené en ville par le superviseur Vincent Ruiz et Robert Lashbrook, et ils ont été emmenés là, bas pour une aide médicale. Mais vraiment juste pour le contrôle des dégâts, pas de citation, juste le contrôle des dommages. Parce que l'agence avait besoin de savoir combien Olson pourrait révéler sur leur programme, et si on pouvait lui faire confiance pour se taire. Ainsi, dans la nuit du 27 novembre 1953, Olson restait dans la chambre un 0, un 8A, de l'hôtel Statler à Manhattan. Partageait l'espace avec Lashbrook. Et vers 2-0 le 28 novembre, un fracas tonitruant a brisé le silence. Cause. Frank Olsen était passé par la fenêtre fermée du 13e étage, chute de 170 pieds sur le trottoir en dessous. Et quand la police est arrivée, ils ont trouvé Lashbrook assis calmement sur les toilettes. Je prends juste un morceau de merde passif, mais il était entièrement habillé. Il ne prenait pas vraiment une merde. Mais c'est une merde. Mais son premier appel n'était pas au service d'urgence. Non, c'était à ses contacts de la CIA. Nouvelle choquante. Dernière nouvelle. Je plaisante. C'est tout à fait attendu. Donc l'histoire officielle était simple. Frank Olsen souffre d'une rupture psychotique causée par le LSD, avait commis une glissade d'écluse en sautant de la fenêtre de son hôtel. L'affaire est close et la famille vient d'apprendre que leur mari et leur père avaient subi un fatal. Dépression nerveuse, mais les détails ne se sont jamais additionnés. Et le directeur de nuit de l'hôtel, Armand Pastor, qui a atteint Olsen Uné, rappelé plus tard, citation, un quote, « Dans toutes mes années dans l'hôtellerie, je n'ai jamais rencontré de cas où quelqu'un s'est levé au milieu de la nuit, a traversé la pièce en sous-vêtements, évité 2 lits, et a plongé à travers une fenêtre fermée avec l'ombre et le rideau tiré. Je pense que tu es sur quelque chose. » Armand et la physique, nous avons tous tort, parce que la trajectoire était complètement fausse. Essentiellement. Tout dans la scène suggérait de ne pas glisser ou glisser, mais quelque chose de bien plus sinistre. Donc, en 1994, plus de 40 ans après la mort de leur père, Eric Olsen a fait exhumer le corps de son père pour une 2e autopsie. Absolument qu'est-il, Eric? Et les résultats seraient dévastateurs pour la cause narrative officielle. L'examen médico-légal a révélé des preuves d'un traumatisme contondant à la tête. Blessure compatible avec le fait d'être à nouveau frappé avant la chute. Nous le savions déjà, mais au moins leur fils le découvre. Parce que ça te dérange. À cette époque, les gens faisaient confiance au gouvernement. Ce qui est fou, mais tu sais qu'ils l'ont fait. Alors, qui devait penser que leur propre gouvernement, les gens qui ont embauché le père de ce gars tueraient le père. Tu sais, mais maintenant nous savons. Nous savons que nous savons. Et en plus du traumatisme contondant, il n'y avait pas de coupure sur le corps à cause du verre brisé.
suggérant qu'il était inconscient quand il est passé par la fenêtre. Et le procureur du district de New York, tranquillement, a changé la classification de la mort de Frank Olsen du toboggan endormi à l'inconnu. Et l'enquête d'Eric Olsen a révélé la vérité effrayante. Son père n'avait pas seulement été témoin des atrocités de la CIA, il avait prévu d'arrêter et de les exposer potentiellement. Et dans le monde paranoïaque des années 1950, renseignements qui ont fait de lui une menace pour la sécurité au plus haut niveau. Parce que même si les gens ne faisaient pas confiance au gouvernement, ils paniquaient. Je veux dire qu'il y a la guerre froide, il se passe toutes ces choses-là, où les gens aiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pour que cette confiance commençait à s'estomper, et c'était le clou dans le cercueil. Et le LSD n'avait pas été une expérience, ça avait été une drogue d'interrogatoire, conçue pour évaluer ce qu'Olsen pourrait révéler et à quel point on pouvait lui faire confiance. Alors, quand l'évaluation est revenue négative, Frank Olsen a dû être réduit au silence en permanence. Donc l'affaire commençait à se fissurer, mais 6 mois avant la mort suspecte de Frank Olsen, un autre homme est devenu une victime du programme d'armes chimiques de la CIA. Cette personne était Harold Blower. Et il avait 42 ans et était un joueur de tennis professionnel. Et un père qui était entré dans l'État de New York. Institut psychiatrique en décembre 1952 pour le traitement de la dépression suite à son divorce, mais quel souffleur ne savait pas. Et que ces médecins avaient été recrutés par le corps chimique de l'armée dans le cadre d'un programme classifié pour tester le synthétique dérivé masculin. Et en décembre 1952 et janvier 1953, le souffleur a été injecté 5 fois. Avec des doses croissantes du composé expérimental, et la dernière injection a été administrée le 8 janvier 1953. Et il contenait une dose si massive. Cela aurait tué la plupart des animaux de laboratoire. Et dans les 2 heures, le souffleur était en convulsion, et dans les 3 heures, malheureusement, il était mort. Mais la cause officielle du décès a été répertoriée comme une crise cardiaque, et l'implication de l'armée a été effacée de tous les dossiers, et la famille de Blair n'a jamais été informée que leur père avait été utilisé comme cobaye humain dans une expérience gouvernementale qui a violé tous les principes de l'éthique médicale. Et des années plus tard, quand la vérité allait enfin émerger, il est devenu clair que le souffleur n'avait pas seulement été un sujet de test, il avait été un sacrifice délibéré. Parce que les chercheurs savaient que la dose était potentiellement mortelle, mais ils l'ont quand même administrée pour voir ce qui se passerait. Et sa mort leur fournirait juste des données précieuses sur les limites toxiques de leur nouvelle arme chimique, tout comme l'insouciance et l'insouciance de la vie humaine pendant cette période sont... Et en général, je veux dire, le Seigneur sait que cela se passe toujours quelque part, et que ce soit dans notre pays ou non, je vais dire en toute sécurité que quelque chose se passe probablement. C'est juste comme horrible à penser. Et puis il y avait Linda McDonald, Ainsi, en 1963, Linda McDonald était une mère de 5 enfants, de 25 ans, qui a demandé de l'aide pour la dépression postpartum à l'Institut Allen Memorial de Montréal, et elle a fait confiance à toi et Cameron pour l'aider à se sentir mieux, mais au lieu de cela, il a détruit sa vie. McDonald a été soumis à l'arsenal complet de dépatterning de Cameron, comme nous en avons parlé avant, et pendant 102 jours, elle a été maintenue dans un coma induit par la drogue, tout en recevant des traitements d'électrochocs massifs, et quand elle s'est enfin réveillée,
Elle n'avait aucun souvenir de son mari et aucun souvenir de ses 5 enfants. Et elle manquait de fonctions de base comme utiliser les toilettes. Son mari dirait qu'elle était comme un nouveau-né. Je devais tout lui apprendre. Comment marcher, comment parler, comment utiliser une cuillère. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas qu'elle avait des enfants. Donc, la femme qui est entrée dans l'Institut de Cameron en tant que jeune mère a émergé comme une coquille creuse. Sa personnalité s'est complètement effacée et elle ne récupérait jamais complètement ses souvenirs ou son sens de soi. Et ses enfants ont grandi avec une mère qui était physiquement présente, mais psychologiquement détruite par les expériences de leur propre gouvernement. Et puis il y avait Gail Kastner. Et Gail était une étudiante de 19 ans à l'université McGill. Quand elle s'est portée volontaire pour ce qu'on lui a dit, étaient des expériences de sommeil en 1957. Mais au lieu de cela, elle est devenue l'une des victimes les plus documentées de Cameron. Et pendant 88 jours, Kastner était inconscient dans la chambre de Cameron. Soumis à des doses massives de LSD, traitements électrochocs puissants et une répétition sans fin de ses messages enregistrés, conçus pour briser toute sa personnalité. Et quand elle allait enfin émerger, elle avait été réduite à un état infantile. Incapable de reconnaître sa propre famille, et Kastner témoignerait plus tard. Citation, un quote, « J'ai complètement perdu la mémoire. Je ne savais pas mon nom où j'étais. D'où je viens. J'ai dû être à nouveau formé à la toilette. J'ai dû réapprendre à manger. Pour marcher à nouveau, et Kastner a finalement récupéré certaines de ses capacités, mais les dégâts étaient permanents. Et elle souffrait d'anxiété chronique, problèmes de mémoire et SSPT pour le reste de sa vie. Et en 2007, elle a finalement reçu un règlement du gouvernement canadien, une somme dérisoire qui ne pourrait jamais compenser les décennies de souffrance causées par la complicité du gouvernement dans la torture, mais peut être les victimes les plus horribles de MKUltra. Étaient-ils trop jeunes pour comprendre ce qui leur arrivait? Donc, dans diverses institutions à travers l'Amérique du Nord, des enfants aussi jeunes que 6 ans ont été soumis à des drogues expérimentales, thérapie par électrochoc et torture psychologique. Et dans un établissement, les chercheurs ont testé comment les enfants longs pourraient résister à la privation sensorielle avant de subir une dépression psychologique complète, et à un autre, les enfants ont reçu des doses massives de LSD, puis soumis à des lumières stroboscopiques, conçues pour déclencher des crises, et certains enfants ont été maintenus dans des comas induits par la drogue pendant des mois, pendant que les messages enregistrés jouaient sans fin dans leurs oreilles, et la plupart de ces enfants étaient issus de familles marginalisées, communautés autochtones, familles immigrées pauvres, ou des enfants pris en charge par l'État qui n'avaient pas d'avocat pour les protéger. Justin commun, c'est juste déchirant de penser que, comme si juste un petit enfant était soumis à cette torture, ne rien savoir de ce qui se passe. Mais ils ont été choisis précisément parce qu'ils étaient vulnérables, parce que personne ne poserait de questions s'ils sortaient du traitement modifiés ou endommagés. Et les effets à long terme ont été catastrophiques pour ces enfants. Comme beaucoup de ces enfants ont grandi avec une maladie mentale grave, incapables de nouer des relations normales avec qui que ce soit, ou fonctionner dans la société du tout, et certains se sont même suicidés, et d'autres ont passé leur vie dans et hors des établissements psychiatriques, ne jamais comprendre pourquoi leur esprit avait été brisé dans leur enfance, mais pour chaque victime documentée de Frank Olson, Linda McDonald. Il y en avait des dizaines d'autres, dont nous ne saurons jamais les noms,
Les patients qui sont entrés dans les hôpitaux pour des problèmes mineurs et ont émergé comme des coquilles de leur ancien moi, la destruction délibérée des disques MK Ultra signifie que nous ne connaîtrons jamais l'ampleur de ce carnage et des estimations prudentes suggèrent que des milliers de personnes étaient directement lésées par le programme avec des dizaines de milliers d'autres touchées indirectement, à travers les membres de la famille et les relations juste détruits par ces expériences. Mais ce que nous savons, c'est que derrière chaque statistique se cache un être humain, une personne avec des espoirs et des rêves, famille, et des futurs qui ont été durement détruits par leur propre gouvernement, à la recherche d'une arme ultime qui n'a jamais été trouvée d'ailleurs, pas que ça aurait compté. Mais tout était futile, donc en 1963, même Sidney Gottlieb commençait à réaliser que cette grande expérience dans la conscience humaine était devenue un échec spectaculaire. Parce qu'après une décennie de torture déguisée en recherche, des dizaines de millions de dollars dépensés et d'innombrables vies détruites, la CIA avait produit exactement ce que toute personne rationnelle aurait pu prédire depuis le tout début, et c'est qu'ils ont trouvé beaucoup de gens brisés et zéro technique de contrôle mental utilisable, mais admettre l'échec n'était pas dans la nature de la CIA. Non. Au lieu d'arrêter complètement MK Ultra, ils ont simplement changé le nom et ont continué le cauchemar. Donc, quand MK Ultra a officiellement pris fin en 1963, il a été immédiatement remplacé par MK Search, grand changement de nom, un programme qui a poursuivi les mêmes expériences, avec des objectifs un peu moins ambitieux. Parce que s'il ne pouvait pas créer le contrôle mental parfait, peut-être qu'il pourrait au moins développer de meilleures drogues d'interrogatoire et techniques de guerre psychologique. Donc cette transition s'est déroulée sans heurts. Parce que fondamentalement rien n'avait changé. Parce que les mêmes chercheurs ont poursuivi leurs travaux dans les mêmes institutions financées par les mêmes lignes budgétaires obscures. La seule différence était que quelqu'un à Washington avait décidé le programme original recevait trop d'attention interne et John Vance, membre du personnel de l'inspecteur général de la CIA, avait découvert l'administration clandestine de MK Ultra à son insu, sujet humain non volontaire, et a forcé sa résiliation officielle. Wow, merci John. Mais les enquêtes de Vance s'étaient concentrées sur les programmes spécifiques et procédures de MK Ultra, pas l'infrastructure de recherche sous-jacente qu'il a soutenue, donc le travail continuerait de toute façon. Les prisonniers étaient toujours dosés de produits chimiques expérimentaux et les patients psychiatriques ont toujours disparu pendant 1 mois, comas induits par la drogue, et les enfants sortaient toujours des installations gouvernementales avec leur personnalité fondamentalement modifiée. La seule chose qui a changé était la paperasse. En gros, donc au milieu des années 1960, des fissures commençaient à apparaître dans la confiance de la CIA à propos de leur programme de contrôle mental. Une partie de cela était une cause pratique. Après plus d'une décennie d'expérimentation, ils avaient très peu à montrer pour leur investissement. Mais une partie était une cause morale. Une nouvelle génération d'agents de la CIA entrait dans l'agence, qui sont des hommes et des femmes, qui étaient venus de l'âge pendant le mouvement des droits civiques et étaient moins disposés à accepter la brutalité occasionnelle qui caractérisait l'approche de la génération précédente au travail d'intelligence, pour qu'ils ne soient pas des conneries en gros. Alors ces agents ont commencé à poser des questions inconfortables sur ce que faisaient leurs collègues au nom de la sécurité nationale, et les questions sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer
comme la portée des expériences, est devenue plus largement connue au sein de l'agence, et des histoires ont circulé sur les chercheurs qui avaient perdu tout sens des limites éthiques, traiter les êtres humains comme des rats de laboratoire. Dans des expériences de plus en plus bizarres, et le mot commencerait à se répandre sur le docteur, les dernières innovations d'Ewen Cameron dans la torture psychologique. À propos des prisonniers qui sont sortis d'un traitement médical sous forme de coquilles végétatives, et sur les enfants qui ont disparu dans les installations gouvernementales et a émergé fondamentalement changé. Donc, même dans la culture paranoïaque des années 1960, travail de renseignement, MK-Ultra et ses successeurs commençaient à paraître excessifs et fous, inutiles donc en dehors du monde fermé de la CIA. L'Amérique subissait une profonde transformation morale. Cela ferait des programmes comme MK Ultra impossible à maintenir, parce que le mouvement des droits civiques avait forcé le pays à affronter son traitement des Afro-Américains, et la guerre du Vietnam soulevait des questions inconfortables sur la puissance américaine et ses abus. Donc, une génération de jeunes Américains commençait à remettre en question l'autorité d'une manière qui serait totalement impensable. Surtout dans les années 1950 et le mouvement de contre-culture, ironiquement, alimenté en partie par le LSD que la CIA espérait militariser, enseignait « Les Américains doivent se méfier des affirmations du gouvernement sur la sécurité nationale ». Alors, quand les fonctionnaires ont insisté, certaines actions étaient nécessaires pour protéger leur pays. Plus de gens commençaient à demander « nécessaire pour qui et à quel prix ?» Le changement était donc générationnel et fondamental. Et les hommes qui avaient créé MK-Ultra étaient des produits de la Seconde Guerre mondiale. Habitués à penser en termes de guerre totale, où toute action pourrait être justifiée par l'ampleur de la menace. Allez, 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 personne ne s'en soucie, personne ne s'en fout, qui meurt quoi que ce soit. Allons-y, allons-y, soyons meilleurs. C'est une compétition de mesure de grosses bites. Mais la génération qui arrive à maturité dans les années 1960 avait grandi pendant la guerre froide. Et ils étaient moins convaincus que la menace du communisme justifiait d'abandonner entièrement les valeurs américaines, et ce changement public, conscient, s'avérerait fatal aux programmes secrets du gouvernement. Et les programmes gouvernementaux secrets, cela dépendait principalement de l'ignorance du public. Donc l'effraction au complexe du Watergate, le 17 juin 1972, semble sans rapport avec les expériences de contrôle mental de la CIA. Mais son impact sur des programmes comme MK-Ultra a été dévastateur parce que le Watergate n'a pas seulement fait tomber un président. Cela a brisé la foi de l'Amérique dans le secret gouvernemental et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un nombre important d'Américains ont commencé à remettre en question si leur gouvernement leur disait la vérité sur quoi que ce soit. C'est tellement drôle de penser que nous sommes comme « nous ne pouvons pas leur faire confiance ». Nous ne pouvons pas faire confiance aux gens vraiment riches, qui contrôlent tout dans le monde, qu'ils ne font pas des choses qu'ils sont censés faire. Mon Dieu, nous étions si parfaitement ignorants à l'époque, et maintenant nous savons que vous êtes des conneries de toute façon. Donc, si le président des États-Unis pourrait être impliqué dans des complots criminels, que pourrait-il se passer d'autre dans l'ombre? Washington et les enquêtes sur le Watergate a créé un nouveau modèle pour le journalisme agressif et la surveillance du Congrès et des journalistes qui avaient autrefois accepté les affirmations du gouvernement
à leur valeur nominale, a commencé à creuser plus profondément en faisant « Tu connais le vrai journalisme, ce qui nous manque encore aujourd'hui », mais il déposerait les demandes de la loi sur la liberté de l'information, cultiver des sources au sein de la communauté du renseignement et comité du Congrès, qui avait précédemment fourni supervision symbolique des activités de renseignement, a commencé à exiger de vraies réponses à des questions difficiles. Parce que ce nouvel environnement de scepticisme et d'investigation était toxique pour des programmes comme MK Ultra HaHaHa. Des programmes qui dépendaient entièrement du secret pour leur survie, alors que les vents politiques se sont déplacés contre la communauté du renseignement. Le directeur de la CIA, Richard Helms, s'est retrouvé dans une position impossible parce qu'il avait passé sa carrière construire et protéger les programmes les plus sensibles de l'agence, ces mêmes programmes devenaient des passifs qui menaçaient l'existence même de la CIA, et Helms était un homme de compagnie de bout en bout, un officier du renseignement vétéran qui croyait que le travail de la CIA était essentiel à la sécurité américaine. Peu importe à quel point ce travail est désagréable, pourrait être aux civils dégoûtant. Mais c'était aussi un réaliste qui comprenait que les temps changeaient. Génial, ne t'a pris que... Tu sais putain d'années, Heinz, and 1973, face à la retraite et à un examen de plus en plus minutieux des activités de la CIA, Helms a pris la décision qui entrait les chercheurs et enquêteurs pour les décennies à venir, et il ordonnerait la destruction de pratiquement tous les disques de MK Ultra, et la purge était systémique et approfondie. Les classeurs étaient vides. Les documents ont été déchiquetés. Dossiers de recherche accumulés au cours de 2 décennies d'expérimentation humaine, tout simplement disparus. Et Helms ont justifié la destruction comme une action administrative de routine, mais toutes les personnes impliquées ont compris son véritable objectif, et c'était éliminer les preuves de crimes qui pourraient détruire l'agence. Et emprisonnèrent ses dirigeants. Vous connaissez les conséquences de vos actes. Tenir les gens responsables de l'horrible merde criminelle qu'ils ont faite. Engross. Ils sont comme non. Tant pis. C'est déchiqueté. Nous n'avons rien fait de moi. Non, pas moi. Je n'aurais jamais été la CIA, mais l'ordre de destruction a été exécuté avec une précision militaire et des équipes de personnel de la CIA ont travaillé 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'il ne reste aucune trace des programmes, qui avaient défini l'approche de l'agence en matière de recherche comportementale, et quand ils ont été finis, il ne restait presque rien. Pas de protocoles expérimentaux, aucune liste de sujets, aucun résultat de recherche, aucun relevé des paiements aux universités et aux chercheurs. C'était l'un des onduleurs de couverture les plus complets de l'histoire américaine. La purge de Helms a donc été remarquablement efficace. Mais ce n'était pas parfait. Et dans le chaos de toute la destruction, environ 20 0 documents ont échappé à l'élimination, et pas parce que quiconque avait l'intention de les préserver, mais parce qu'ils avaient été mal classés dans les dossiers financiers, ce qui est plutôt hilarant. Mais ces documents survivants finiraient par devenir le fondement de toutes les enquêtes ultérieures dans MK Ultra. Et sans eux, le programme serait resté complètement caché. Son existence n'est connue que des participants et de leurs victimes. Donc la survie de ces documents était un pur accident. Et je pense que c'était une intervention divine. Ils ont donc été stockés dans le bâtiment des dossiers financiers, séparés des principales archives de la CIA,
classés sous des codes budgétaires qui ne les ont pas immédiatement identifiés, en rapport avec la recherche comportementale, alors quand l'ordre de destruction est tombé. Les équipes chargées de purger MK, les fichiers d'Ultra ont simplement négligé ce cache, et c'était une erreur qui finirait par exposer l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du renseignement américain. Alors que MK Ultra a cessé ses activités au début des années 1970, Sidney Gottlieb, Satan l'homme, qui avait passé 2 décennies, essayait de percer les secrets de la conscience humaine, a offert une évaluation brutalement honnête du travail de sa vie. Et dans ses rapports finaux à la direction de la CIA, il a rejeté l'ensemble du programme MK Ultra comme inutile. J'ai aimé, non pas que tu veuilles qu'il soit utile, mais le fait que tout aurait pu être évité s'ils n'étaient tout simplement pas des êtres humains horribles. C'est juste une pensée folle à laquelle penser, mais je m'éloigne tellement. Après 20 ans de millions de dollars et de milliers de sujets humains, Gottlieb était parvenu à la conclusion: ce contrôle mental n'était tout simplement pas possible. Merci Einstein, parce que la conscience humaine était trop complexe, trop résilient, trop fondamentalement imprévisible. Être manipulé de manière fiable par des drogues ou des techniques psychologiques. Et c'était un aveu qui est arrivé bien trop tard pour les victimes qui avaient souffert de ces expériences. Mais c'était au moins honnête. Je suppose que je ne te donne pas ça. Donc, le grand programme de contrôle mental avait été un échec depuis le début, soutenu non par des résultats scientifiques, mais par élan institutionnel. Et l'espoir désespéré que la prochaine expérience pourrait enfin produire une percée qui avait échappé à tous les précédents. Ainsi, le 10 juillet 1972, Gottlieb a officiellement mis fin à la recherche MK, le dernier vestige du programme qu'il avait commencé près de 20 ans plus tôt, et l'exploration systémique de la conscience humaine par la CIA était terminée, ne laissant que le traumatisme, des vies détruites et une couverture massive, qui a été conçue pour garantir que les Américains n'auraient jamais appris ce qui avait été fait en leur propre nom. Donc, en 1973, les expériences de contrôle mental avaient été fermées et leurs dossiers détruits, et les chercheurs avaient été transférés vers d'autres projets, ou retraités entièrement, mais les victimes avaient été laissées pour faire face à leur traumatisme en silence. La plupart d'entre eux, ignorant toujours que leur souffrance avait été délibérément infligée par leur propre gouvernement, donc à des observateurs extérieurs, rien ne s'était passé. Et les hôpitaux psychiatriques ont repris leurs activités normales et les chercheurs universitaires sont passés à d'autres études et la CIA a poursuivi son travail sans interruption apparente. Sous la surface, l'Amérique changeait d'une manière qui ferait les secrets de MK Ultra impossibles à garder pour toujours. Alors la tempête arrivait, et quand elle a frappé, les murs du secret soigneusement construits autour de programmes comme MK Ultra s'effriteraient comme du papier dans un ouragan. La seule question était: si quelqu'un serait laissé en vie pour raconter toute l'histoire quand la vérité a finalement émergé. Alors qu'en Seymour, la révélation explosive de Hersh a frappé le New York Times le 22 décembre 1974. La plupart des lecteurs se sont concentrés sur le titre qui était des révélations sur la surveillance intérieure illégale de la CIA, mais enterré dans cet article explosif était un seul paragraphe qui s'avérerait encore plus dévastateur. L'agence avait mené des expériences illégales sur des citoyens américains, et au moins une personne était décédée des suites. Donc pour la famille Olsen, qui vivait depuis plus de 20 ans
en croyant que Frank était un toboggan. C'était une révélation Thunderbolt. La réponse du président Ford à cet article a donc été rapide, et c'était pour créer une commission dirigée par le vice-président Nelson Rockefeller pour enquêter sur les allégations, et la commission a été conçue comme une démolition contrôlée pour révéler juste assez de vérité pour satisfaire la curiosité du public, sans endommager fondamentalement la communauté du renseignement. C'était une danse qu'ils essayaient de faire, Ils von Pien. Donnons un peu d'informations, mais ne leur donnons pas toutes les informations. Signons. Ils vont être vraiment en colère si la CIA reste, tu sais, parce que si nous torturons les gens. Tu le sais, en juin 1975, le rapport de la commission Rockefeller contenait le paragraphe clinique. Cela a tout changé et c'était, dans le cadre d'un programme visant à tester l'influence des médicaments sur les humains, la ricerca comprenait, l'administration de LSD à des personnes qui n'étaient pas au courant. Ils étaient testés, c'était clairement illégal. Une personne est décédée en 1953. Apparemment, en conséquence et en quelques jours, la famille Olsen avait identifié Frank comme la victime anonyme. Et l'histoire a explosé dans les médias nationaux, et le 20 et 1 juillet 1975, la famille s'est retrouvée dans le bureau ovale. Recevoir des excuses personnelles du président Ford et du directeur de la CIA, William Colby, comme si ça allait enlever la douleur. Mais c'était un moment extraordinaire qui a été diffusé à la télévision nationale. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas simplement le faire dans l'intimité, vous deviez vous assurer que tout le monde savait que vous êtes de bons gars. Et tu ne fais plus ça. Disons désolé et cela améliorera tout. Naine. Mais c'était un moment sans précédent dans l'histoire américaine. Un président en exercice s'excuse auprès d'une famille pour leur rôle gouvernemental dans le meurtre de leur être cher, mais les excuses ont juste soulevé plus de questions qu'elles n'ont répondu heureusement. Parce que si la mort de Frank Olsen avait été un accident causé par une expérience de LSD, pourquoi avait-on menti à la famille pendant plus de 20 ans? Parce qu'ils ne le savaient pas. C'était un meurtre à ce stade. Ils ont juste dit que tu sais. Il est à la CIA et nous lui avons donné du LSD à cette fête à la maison. Et puis il est allé ici, et puis il a sauté par la fenêtre. Alors il pense toujours tout ça. Mais cela soulèverait la question de savoir quelles autres expériences avait la CIA menées et combien de familles vivaient encore avec des mensonges. Le gouvernement a donc offert un règlement de 750 $, en échange d'une libération complète, les exonérer de toute responsabilité supplémentaire. Juste acheter leur sortie comme d'habitude, et les Olsen ont accepté. Mais c'était juste une autre couche dans la dissimulation en cours, et comment serait-il mieux? Alors que la commission Rockefeller a fourni des aperçus limités des actes répréhensibles de la CIA, le comité du sénateur Frank Church a mené l'enquête approfondie. Les Américains avaient réellement besoin. Et ils ont été approuvés par le Sénat 82-4 en janvier 1975. Et le comité de l'Église a été autorisé à creuser aussi profondément que nécessaire. Sortez cette pelle et le sénateur Frank Church de l'Idaho était un choix improbable de diriger l'enquête du Congrès la plus importante depuis les audiences de McCarthy de l'armée, parce qu'il était juste doux, avec une manière professionnelle. L'Église semblait juste plus apte à débattre des politiques agricoles que d'affronter les agences de renseignement les plus puissantes du pays. Mais les apparences étaient trompeuses. Ne lisez pas un livre par sa couverture.
parce que l'Église était un ancien officier du renseignement militaire qui a compris comment fonctionnaient les organisations secrètes et il était profondément attaché au principe qu'aucune agence ne devrait fonctionner hors de portée du contrôle démocratique. Donc, en 6 mois, ils ont organisé 126 réunions, a tenu 40 audiences de sous-comités et employé 150 membres du personnel. Et ils interrogeraient 800 témoins. Et ils ont demandé des documents aux agences qui n'avaient jamais fait l'objet de grave surveillance du Congrès. Et ils ont assigné à comparaître des fonctionnaires qui avaient passé leur carrière, opérés dans le plus grand secret. Alors ils faisaient la lumière sur les serpents dans les trous, engros, pour des termes profanes. Et l'enquête a rencontré une énorme résistance de la communauté du renseignement, évidemment. Et le directeur de la CIA, William Colby, a été forcé de témoigner sous serment à propos des programmes qu'il espérait enterrer pour toujours, resteraient enterrés pour toujours. Et des responsables militaires ont été traînés devant les caméras de télévision pour expliquer les programmes d'armes biologiques qui violaient le droit international, et chercheurs qui a passé des décennies à mener des expériences humaines en secret, soudainement obligés de justifier leurs actions lors d'audiences publiques. Juste hilarant. Les intimidateurs sont enfin tenus responsables. Et la percée viendrait lors d'une audience télévisée nationale de septembre à octobre 1975, où les Américains ont reçu une éducation choquante sur ce que leur gouvernement avait fait. En leur nom, et le témoin vedette était le directeur de la CIA, William Colby, qui s'est retrouvé à défendre des programmes qui étaient clairement indéfendables. As-tu apporté avec toi certains de ces appareils qui auraient permis à la CIA d'utiliser ce poison pour... Nous avons en effet pour tuer des gens. Et sous un interrogatoire agressif, Colby a été forcé d'admettre que la CIA avait mené une vaste réflexion, expérience de contrôle, que de nombreux sujets avaient été des participants involontaires et que l'agence a systématiquement violé les lois américaines et principes constitutionnels. Et le moment le plus dramatique est survenu lorsque le personnel du comité est parti de vrais pistolets à fléchettes empoisonnés de la CIA et des toxines exotiques qui étaient censées avoir été détruites en vertu d'accords internationaux justes et embarrassants. C'est hilarant pour nous, évidemment. Mais dans une scène qui aurait pu être dans un film scénarisé, l'affichage a démontré à quel point l'intelligence communauté avait été disposée à développer des armes qui a violé tous les principes de la guerre civilisée. Et pour les Américains, habitués à considérer leur gouvernement comme de bons, dans la guerre froide en particulier, les auditions n'étaient qu'une révélation dévastatrice de la mesure dans laquelle leurs dirigeants avaient été prêts à aller à la poursuite de la victoire. L'enquête aurait donc pu rester limitée aux témoignages de survivants, mais en 1977, le journaliste John Marks, loi sur la liberté de l'information, découvert le trésor que Richard Helms pensait avoir détruit, Onan, qui était de 20 documents MK-Ultra, accidentellement conservés dans ses registres financiers, et ces documents étaient une mine d'or de preuves, protocoles expérimentaux, contrats universitaires, lignes directrices en matière de recrutement, résultats de la recherche, et surtout, preuve de la nature systémique du programme. Et les papiers montraient que le programme avait été beaucoup plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé, impliquant des dizaines d'universités, des centaines de chercheurs et des milliers de sujets. Et la découverte de documents a conduit à des audiences supplémentaires du Sénat en 1977, où les survivants du MK, expérience ultra,
ont témoigné publiquement de leurs expériences pour la première fois. Donc, l'impact cumulatif des audiences du comité de l'Église, les découvertes de documents et les témoignages des survivants ont été une profonde traumatisme national. Cela a fondamentalement changé la façon dont les Américains voyaient leur gouvernement. Et pour la première fois depuis la fondation de la République, un nombre important de citoyens ont commencé à remettre en question si l'on pouvait faire confiance à leurs institutions démocratiques, respecter les droits humains fondamentaux. Et les révélations sur MKUltra ont été particulièrement dévastatrices parce qu'ils ont violé les hypothèses les plus fondamentales des Américains sur leur pays, parce que ce n'était pas une guerre contre des ennemis étrangers. C'était le gouvernement qui menait une expérience médicale sur ses propres citoyens, y compris les enfants, sans consentement et sans aucune considération pour toutes sortes de conséquences. Donc, la portée de la trahison était stupéfiante, et le plus inquiétant pour la plupart des gens était la prise de conscience que les expériences n'avaient pas été menées par des agents voyous ou des organisations extrémistes, mais l'establishment américain traditionnel Ivy League, université prestigieuse institution médicale, et la première agence de renseignement du pays, juste tous ceux à qui tu penses pouvoir faire le plus confiance. Alors, quand les Américains ont exigé des comptes, ils ont découvert un système conçu pour un déni plausible, et les ordres ont été donnés verbalement, documents compartimentés. Et la responsabilité est répartie entre les agences et les sous-traitants, et Sidney Gottlieb Satan. Le cœur opérationnel de MKUltra avait pris sa retraite en toute sécurité en Californie en 1973 pour suivre une deuxième carrière en tant que danseuse folk et orthophoniste. Je n'ai pas de mots, et la transformation était si complète. Cela semblait presque conçu pour se moquer de la cause de ses victimes, l'homme qui a passé des décennies perfectionner les techniques pour détruire la communication humaine, aider maintenant les enfants à surmonter les obstacles à la parole. Lors de son témoignage limité aux enquêteurs du Congrès, Gottlieb s'est présenté comme un fonctionnaire dévoué, qui avait été forcé d'entreprendre un travail désagréable au service de la sécurité nationale. Ce n'est pas ma faute s'ils m'ont dit de le faire. Eux seulement, ils m'ont juste payé et m'ont dit de le faire. Je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. Et dis-leur que nous devrions continuer à le faire pendant 20 putains d'années, et même lors de ses témoignages, il a soutenu que les programmes avaient été nécessaires, réponse aux menaces soviétiques, et il dirait « Je veux que ce comité sache que j'ai trouvé ce travail très difficile, très désagréable, mais très nécessaire. Ferme ta gueule !» Et sa voix portait juste le même détachement clinique. Il avait apporté à la sélection des doses de LSD pour les participants réticents. Mais le témoignage était un chef-d'œuvre de déviation bureaucratique, si vous voulez, et Gottlieb a reconnu que des choses néfastes s'étaient produites. Mais s'est présenté comme un participant réticent, plutôt qu'un architecte enthousiaste des programmes. C'est ce qu'il était, et aucune accusation criminelle n'a jamais été déposée contre Satan. Sidney Godley Abbé, qui est putain de fou, et il vivrait tranquillement en Californie jusqu'à sa mort en 1999. Et Alan Dull fondé Duel Dull, peu importe, qui a autorisé MKUltra en 1953, était déjà mort au moment où les crimes ont été révélés. Alors je dirais qu'il a esquivé une balle. Mais je sais qu'il brûle en enfer. Donc je dormirai profondément la nuit en sachant ça. Mais même s'il avait vécu
son poste à l'apex de l'establishment américain, aurait fait des poursuites pratiquement impossibles. Il est intouchable. None. Et Richard Helms était provoquant plutôt que s'excuser à propos de la destruction des enregistrements. Dire que la CIA n'a pas été créée pour être des scouts, ce que vous avez été créés pour torturer les enfants et les vulnérables. Quoi donc? Il a défendu la destruction des documents comme une routine Action Administrative, conçue pour protéger les sources et les méthodes de la CIA, arguant que les expériences avaient été légales, sous les normes de l'époque, et nécessaires à la défense nationale. Toi tellement, parce que c'est lui qui a ordonné la destruction des documents, Helms a été condamné pour délit, et condamné avec sursis. Et il a été condamné à une amende de 2000 misérables dollars, et le juge qui a prononcé la peine a félicité Helms pour ses années au service du pays. Et comme les responsables de la CIA qui avaient conçu les programmes, la plupart des collaborateurs universitaires ont échappé à toutes sortes de conséquences significatives pour leurs actions. Et l'aspect le plus accablant de la participation académique à MK-Ultra était sa violation du Code de Nuremberg, qui était un ensemble de principes éthiques pour l'expérimentation humaine qui avait émergé des procès pour crimes de guerre nazis, et les procureurs américains avaient insisté que les expériences médicales sur des sujets humains nécessitaient consentement éclairé dû, et que les chercheurs qui ont violé ce principe devraient être tenus pénalement responsables, mais quand des chercheurs américains ont commis des violations pratiquement identiques du Code de Nuremberg, la réponse a été radicalement différente, comme nous le savons, et les administrateurs de l'université ont exprimé regretter leurs erreurs passées, tout en soulignant que la recherche avait été menée avec de bonnes intentions et légitimes objectifs spécifiques. Quand je légitime un objectif spécifique, tout est stupide. Et le plus remarquable, de nombreux chercheurs qui avaient mené des expériences MK-Ultra ont poursuivi leur carrière universitaire sans aucune interruption. Ils n'ont même pas été suspendus. Ils recevraient leur mandat, publier des articles et former une nouvelle génération d'étudiants comme si leur participation à la torture systémique avait été mineure, un faux pas de carrière plutôt qu'une trahison fondamentale de l'éthique médicale, et toi et Cameron dont 2 expériences de modélisation à l'Institut Allen Memorial de Montréal avaient détruit des dizaines de vies. Décédé en 1967, malheureusement, donc il ne pouvait faire face à aucune conséquence parce qu'il a fallu 8 ans avant que ces crimes ne deviennent publics. Donc, la réponse officielle à tout cela a été soigneusement calibrée. Reconnaître des actes répréhensibles, tout en limitant les conséquences. Comme nous le savons, la stratégie avait 2 piliers. L'un était des excuses gérées, qui était un regret exprimé pour les erreurs passées, tout en évitant l'admission de la responsabilité pénale. Ensuite, était la stratégie d'établissement, qui offrait une compensation en échange de larges libérations, empêcher d'autres poursuites judiciaires, comme la famille Olsen qui reçoit 750 €. Donc, malgré les preuves accablantes de violations systémiques des lois fédérales, personne n'a jamais été poursuivi pénalement pour les crimes ultra du MK. Les procureurs ont fait valoir que les affaires seraient difficiles, compte tenu des dossiers détruits et des implications pour la sécurité nationale, mais la vraie raison était politique. Comme nous le savons, protéger la communauté du renseignement était plus important que la responsabilité et la décision de ne pas porter d'accusation criminelle a été faite au plus haut niveau du ministère de la Justice
Après une consultation approfondie avec les responsables du renseignement et le leadership politique et les procès criminels, aurait forcé le gouvernement à révéler des informations classifiées, informations sur les opérations de renseignement, potentiellement, ce qui exposerait les programmes sensibles à un examen public. Tu sais encore, plus de responsabilité, parce que Dieu sait ce qu'il faisait d'autre en ce moment. Et maintenant, et le délai de prescription a fourni une couverture supplémentaire en gardant les crimes secrets pendant plus de 20 ans. Les responsables ont veillé à ce qu'ils ne puissent jamais être tenus légalement responsables. Je ne sais pas pourquoi c'est une chose. Pourquoi le délai de prescription est-il une chose? C'est fou pour moi de toute façon. Donc c'est légal. La technicité est devenue un bouclier pour les individus qui avaient systématiquement violé la loi fédérale. Donc, le fait de ne pas tenir quiconque responsable de manière significative a établi un dangereux précédent. C'est que les représentants du gouvernement ont appris que même violation flagrante des droits de l'homme n'entraînerait rien de plus qu'une audience du Congrès. Excuses officielles et règlements modestes, ce qui est horrible, mais le message était très clair. Tant que les crimes ont été commis au nom de la sécurité nationale et gardés secrets assez longtemps, il n'y a pas eu de conséquences réelles. Et cet héritage d'impunité façonnerait le comportement de la communauté du renseignement pendant des générations, contribuait à une culture où les fonctionnaires croyaient pouvoir agir en dehors de la loi, tant qu'ils pouvaient justifier leurs actions pour la sécurité nationale. Donc les révélations MK-Ultra a fondamentalement changé la façon dont les Américains perçoivent le gouvernement, comme nous l'avons dit, avant de jeter une ombre qui persiste à ce jour, et chaque scandale ultérieur serait mesuré par rapport à cette norme. Parce que si le gouvernement pouvait mener une expérience de torture systémique sur des enfants pendant 20 ans, de quoi d'autre pourraient-ils être capables? Je ne veux pas savoir, mais j'ai aussi besoin de savoir. Nous méritons de savoir, et les victimes ont reçu reconnaissance, mais pas justice. Et les auteurs ont été embarrassés, mais pas punis. Et les institutions ont mis en place une surveillance, mais a évité un examen fondamental de la façon dont il a permis de telles violations les plus troublantes de toutes. L'échec de la responsabilité envoyait un message. Cela résonnerait dans la culture politique américaine pendant des décennies, parce que lorsque des représentants du gouvernement commettent des crimes, au nom de la sécurité nationale, le système les protégera plutôt que les victimes. Et l'Amérique s'était regardée dans le miroir et vu une nation qui avait perdu ses repères moraux dans la poursuite du pouvoir. Donc la question qui entrait le pays pendant des générations était de savoir si quelqu'un serait tenu responsable, quand de tels programmes se reproduiraient inévitablement. Et c'est ça pour MK-Ultra. Vous avez tous suggéré celui-ci. C'était, tu sais, c'est beaucoup d'entrer dedans. Ça te fait juste tout remettre en question. Mais laissez-moi savoir ce que vous avez ressenti à ce sujet. Je sais que c'était un peu différent. Tu connais définitivement le crime. Définitivement crime, définitivement complot. Certainement toutes les choses qui mènent essentiellement à plus comme un peu différent d'une catégorie. Alors faites-moi savoir si vous aimez ça. Faites-moi savoir si vous voulez que je plonge dans d'autres. Tu sais, la mer de louche qui se passe n'importe où dans le monde. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je trouve ce truc extrêmement intéressant. Et j'ai l'impression que les gens devraient savoir ce truc, ouais. Avec ça, je vais éteindre mon appareil cellulaire et aller marcher dans l'herbe. Je pense. Regardez les nuages et essayez de ne pas trop penser à ces choses. Et d'ici là, je verrai bien ton beau visage.
Reste en sécurité là-bas, au revoir.